Bien le bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démonter une idée reçue de la physique qui affirme que la température d'un corps humain nu dans le vide intersidéral baisse extrêmement rapidement. Et si vous pensez que comme le vide est à une température extrêmement faible, alors le refroidissement sera ultra rapide, alors cette vidéo est faite pour vous, car même parmi les personnes qui connaissent très bien la physique, beaucoup tombent dans cette idée reçue, notamment véhiculée par les films. Dans le problème, tel que je le décris, je parle de nudité pour ne pas prendre le cas où le corps est réchauffé par des dispositifs ou avec une couverture de survie pour garder la température. On prend le cas où le corps est directement en contact avec le vide intersidéral. Et tant que l'on est dans les points techniques, pour éviter qu'il y ait des petits malins voulant pinailler sur le problème, on prend en compte un corps humain juste après sa mort. Au début de l'expérience, le corps est à 37 degrés Celsius, et étant mort, il n'y aura plus de production de chaleur dans le corps pour contrebalancer la perte de température. Avant de poursuivre la vidéo, je pense qu'il peut être intéressant que vous réfléchissiez à la question de savoir, dans les conditions que j'ai décrites, à votre avis, en combien de temps le corps humain passera de 37 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, sachant que le vide intersidéral est à une température de l'ordre de moins 270 degrés Celsius, c'est-à-dire de l'ordre de 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Évidemment que le fait que je vous ai hurlé au visage que la réponse est une idée reçue, cela va adapter votre réponse. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez le plus sincèrement possible à quel temps vous auriez pensé avant de savoir qu'il y avait une idée reçue, puis à quel temps vous pensez après savoir qu'il y a une idée reçue, mais avant d'avoir vu la vidéo, et ce pour comparer avec les valeurs que je vais vous donner ultérieurement. Le cadre étant posé, je peux vous expliquer comment sera découpée la vidéo. Il y aura une première partie tout public, c'est-à-dire sans maths, et ensuite, pour les plus courageux d'entre vous, il y aura les maths qui seront explicités. Et dans la première partie, il y aura tout d'abord le raisonnement amenant à penser que le refroidissement doit être extrêmement rapide, puis le raisonnement valide permettant de détruire, que dis-je détruire? Non, d'exterminer cette idée reçue. Commençons donc avec la partie grand public où l'on tombe les deux pieds liés dans l'idée reçue. Le principe est tout simple. En thermodynamique, c'est-à-dire la branche de la physique qui étudie notamment les échanges de chaleur, il y a un principe important qui dit que la chaleur va toujours du corps chaud vers le corps froid, et que la vitesse de refroidissement est d'autant plus grande que la différence de température est importante. Or, dans notre problème, on a un corps chaud à 37 degrés Celsius et un corps froid à moins 270 degrés Celsius, soit une différence de plus de 300 degrés Celsius, ce qui est énorme, et donc la chaleur va très rapidement quitter le corps humain pour aller vers le vide intersidéral. Le raisonnement peut paraître primitif, car je me refuse à faire des maths pour le moment, mais cela se formalise mathématiquement très bien, et lorsque l'on fera les maths dans la deuxième partie, nous verrons qu'en mathématisant l'explication donnée précédemment, pour que le corps humain passe de 37 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, est inférieur à 10 minutes. Ce n'est pas aussi rapide que dans les films, où le corps humain se gèle parfois instantanément, mais le temps est quand même rapide. Et dans mes calculs, j'ai supposé une température uniforme dans le corps tout au long du refroidissement, mais en pratique, il y aura un gradient de température, c'est-à-dire que la température au niveau de la peau baisserait beaucoup plus rapidement qu'au centre. On peut voir sur cette simulation qu'il y a une très grande différence suivant la zone du corps. Le bleu correspond à la peau, qui refroidit très rapidement. Il lui faut moins de 3 minutes pour être égal à 0 degré Celsius. Alors que pour que le centre, représenté par la courbe verte, il faut 20 minutes pour atteindre 0 degré, et la courbe orange est une zone intermédiaire. Je signale tout de suite que dans la partie mathématique, je n'expliquerai pas comment obtenir ces courbes, car il faut faire une simulation numérique. Il n'est pas possible de faire des calculs de manière analytique. Or, mon objectif dans la deuxième partie sera d'expliquer les maths. Et donc, pour la suite, je vais continuer à considérer que la température du corps humain est uniforme, ce qui ne changera pas les ordres de grandeur. Pour que la température atteigne moins 20 degrés Celsius, soit une variation de près de 60 degrés Celsius, il ne faut que 15 minutes 30. Et le temps pour être à peu près à 3 degrés au-dessus du zéro absolu, soit 3 Kelvin, est inférieur à 10 heures. Je ne sais pas si c'était les ordres de grandeur que vous aviez en tête, mais si on s'arrête là, alors on est raccord avec l'idée reçue disant que le corps humain va se refroidir extrêmement rapidement. Maintenant, voyons ce qui cloche avec ce raisonnement. Pour le comprendre, il faut que je vous explique les trois manières que peut avoir un corps humain pour échanger de la chaleur. Premièrement, il y a la conduction. C'est le cas où l'on touche un solide ayant une température différente de la nôtre. Deuxièmement, il y a la convection. C'est le cas où l'on touche un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide, à une température différente de la nôtre. Et troisièmement, il y a le rayonnement. Soit un rayonnement extérieur, comme la lumière du soleil qui nous réchauffe, soit le rayonnement infrarouge que l'on émet. Vous savez, c'est le rayonnement qui permet d'être vu dans l'obscurité avec des lunettes infrarouges. L'idée est que chaque corps ayant une certaine température émet un rayonnement fortement dépendant de sa température. Et une chose extrêmement importante à comprendre est que le vide n'est ni un solide ni un fluide. Ce qui fait que notre personne dans le vide ne refroidira ni par conduction ni par convection. Ce qui fait que le principe thermodynamique disant que la chaleur va du corps chaud au corps froid ne peut pas s'appliquer ici car le vide n'est pas stricto sensu un corps.
Au contraire, le vide est un isolant thermique. Et donc le raisonnement simpliste que l'on a fait tout à l'heure ne peut pas s'appliquer. Finalement, on a implicitement postulé que le vide est comme un gaz froid, ce qui n'est pas, mais pas du tout le cas. Mais à ce moment, vous pourriez me rétorquer que j'ai parlé d'une température de 3 degrés au-dessus du zéro absolu, mais si on ne peut pas considérer le vide comme un milieu, comment diable définir cette température? La réponse à cette question est subtile, je ne vais pas rentrer en tous les détails, mais cette température correspond à la température liée au fond diffus cosmologique, une lumière invisible, vestige d'une époque où l'univers était beaucoup plus dense et chaud. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Donc finalement, si vous avez bien suivi, vous devriez déjà avoir compris que la seule manière d'avoir des échanges thermiques dans le vide intersidéral se fait par rayonnement. Or, étant isolé de tout, le corps ne recevra pas de rayonnement pour le réchauffer, à part le rayonnement thermique du fond diffus cosmologique que l'on va négliger, cette température étant très faible. Donc la seule manière de perdre de l'énergie pour notre corps errant est par son propre rayonnement, mais ce rayonnement est faible car un corps humain n'a pas un rayonnement important du fait de sa température relativement faible comparée à une étoile par exemple. Cette perte d'énergie sera donc plutôt faible. Pour comparer à la valeur de 15 minutes 30 précédente permettant de passer de 37 degrés Celsius à moins 20 degrés Celsius, dans le vide, la vraie valeur sera de plus de 6 heures, soit un facteur 20. Et le temps pour passer à près de 3 degrés au-dessus du zéro absolu n'est plus de 9h30, mais plus de 800 ans, ce qui est une différence colossale. Et pour reprendre le cas du corps qui gèle, pour atteindre 0 degré, le temps n'est plus de 10 minutes, mais de 3 heures et demie. Un film où l'on voit un corps humain gelé serait beaucoup moins intéressant si ça dure tout le film, version longue. Pour conclure sur ces explications dénuées de mathématiques, maintenant vous devriez avoir compris que l'idée reçue provient du fait que l'on utilise notre compréhension intuitive du refroidissement sur Terre, là où il y a de la conduction et de la convection, pour généraliser au cas du vide. Mais ceci est une erreur car le vide ne permet pas ce type de transfert thermique. Ayant maintenant terminé mon explication sans maths, je vais laisser vagabonder les personnes qui refusent d'entendre parler de maths. Fuyez, petite hirondelle. Étant dorénavant entre personnes sympas, faisons des maths. Dans la suite, il faudra être capable de résoudre des équations différentielles, c'est-à-dire des équations où l'inconnu est une fonction et dont sa dérivée intervient dans l'équation. Ces équations différentielles seront d'ordre 1, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de dérivée d'ordre supérieur à 1. Ce type d'équation que nous allons traiter sera de la forme dy sur dx est égal à f de y. En tant que physicien qui s'en fout des maths, on va juste multiplier par dx à gauche et à droite, ce qui donne dy est égal à f de y fois dx. Attendez une minute. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Maman, pardonne-moi. Mettons plutôt une vraie casquette de mathématicien. La notation dy sur dx ne signifie pas dy divisé par dx. La division par dx n'a d'ailleurs aucun sens. dy sur dx est juste une notation pour parler de la dérivée de la fonction y par rapport à la variable x, que l'on pourrait écrire y' de x. Et écrit de cette manière, on voit bien que ce n'est pas une division. On utilise la notation avec la division car il y a des propriétés communes, mais au risque de me répéter, ce n'est pas une division. Attendez, je crois que j'ai oublié de vous dire un truc. dy sur dx n'est pas une division. Pour comprendre rigoureusement ce que l'on fait, il faut parler des formes différentielles. Si j'ai une fonction y dépendant d'une seule variable x, alors par définition, la différentielle de y, notée dy, correspond à y' de x fois dx. Avec y' de x la dérivée de y par rapport à x, et dx la une forme associée à la variable x, qui n'est pas un nombre. Il est plus correct de le considérer comme un vecteur pour les personnes qui comprennent ce que je dis. Clin d'œil. Or, on ne peut pas diviser par un vecteur, donc utiliser dy est égal à y' de x dx pour en déduire y' de x est égal à dy divisé par dx est un non-sens. Cependant, du fait que dy est égal à y' de x dx, la dérivée y' de x a des propriétés similaires à dy sur dx si on prenait dy et dx comme des nombres. C'est pourquoi on note y' de x est égal à dy sur dx, mais ce n'est qu'une notation, pas une division. En utilisant cette notation, on peut écrire dy est égal à dy sur dx fois dx, or dy sur dx est égal à f de y dans notre équation différentielle. Donc on peut le substituer, ce qui donne dy est égal à f de y dx, exactement comme ce que nous disaient les physiciens, mais démontré de manière correcte. Parce qu'en science, l'idée n'est pas d'avoir la bonne réponse, mais de savoir pourquoi on a la bonne réponse. Si on s'autorise des raisonnements non rigoureux, alors parfois on fera des bêtises. Ceci étant dit, maintenant que nous sommes d'accord sur la formulation dy est égal à f de y dx, on va diviser par f de y, dans le cas où la fonction est non nulle sur l'ensemble qui nous intéresse. Ici, la division est parfaitement légale, car c'est juste un nombre, ce qui donne dy sur f de y est égal à dx. Cette égalité de la forme différentielle reste vraie si on implique l'intégrale à gauche et à droite, ce qui donne l'intégrale entre y de 0 et y de xf de dy sur f de y est égale à l'intégrale entre 0 et xf dx. Or,
intégrale entre 0 et xf dx est égale à xf. Donc, l'intégrale entre y de 0 et y de xf, de dy sur f de y, est égale à xf. Et pour poursuivre, il faut la forme exacte de la fonction f. Mais en imaginant que l'on ait cette fonction, on peut calculer une primitive de 1 sur f, que l'on peut noter g, ce qui fait que notre intégrale sera finalement g de y de xf moins g de y de 0. Finalement, nous avons x en tant que fonction de y. Et il sera généralement possible d'inverser cette relation pour obtenir y en fonction de x, ce qui clôt la méthode générale pour résoudre le type d'équation différentielle qui nous intéresse aujourd'hui. Si ceci n'était pas clair, j'espère que ça le sera plus avec les deux exemples suivants. Je vais maintenant formaliser le cas où l'on considère que le vide est un gaz froid à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. La loi de Newton thermique dit que le flux thermique phi est égal à moins hs fois t moins t env, avec h le coefficient d'échange convectif dépendant du milieu, s la surface d'échange avec le milieu, t la température de l'objet et t env la température de l'environnement. Or, en thermodynamique, le flux est la chaleur sur la durée, phi est égal à q sur delta t. Et la chaleur est la masse fois la capacité calorifique massique fois la variation de température du corps, phi est égal à m fois c fois delta t. Si on prend ces deux dernières formules et que l'on prend la limite lorsque la durée tend vers 0, la variation de température sur la durée devient la dérivée temporelle de la température, ce qui fait que le flux est m fois c fois la dérivée temporelle de la température. En associant la loi de Newton avec cette formule, on obtient que la dérivée temporelle de la température est égale à moins h fois s fois t moins t env, le tout divisé par m fois c. Je suis peut-être passé un petit peu vite sur la manière d'obtenir la formule, mais mon objectif est surtout de montrer comment on peut la résoudre. Cette équation, comme vous pouvez le voir, est une équation différentielle d'ordre 1. Ici, c'est plus précisément une équation différentielle linéaire. Et en général, pour résoudre ce type d'équation, on cherche d'abord l'ensemble des solutions homogènes, en la fonction inconnue, puis une solution particulière, et la solution générale est la somme de ces deux solutions. Mais ici, on va faire les choses de manière plus bourrin, en utilisant la méthode générale précédemment citée. En utilisant ce que je vous ai expliqué précédemment des formes différentielles, on peut la réécrire, l'intégrale entre t de 0 jusqu'à t de tf, de dt sur t moins t env est égale à l'intégrale entre 0 et tf de moins hs le tout divisé par mc dt. À droite, nous allons juste obtenir moins hs sur mc fois tf, et à gauche, ln de valeur absolue de t moins t env, le tout entre t de 0 et t de tf, ce qui est égal à ln de valeur absolue de t de tf moins t env, le tout divisé par t0 moins t env. Ce qui est à l'intérieur du logarithme est positif dans le problème physique, donc nous allons enlever les valeurs absolues et directement isoler t de tf, qui est égal à t env plus t de 0 moins t env, le tout fois exponentielle de moins hs sur mc fois tf. C'est une décroissance exponentielle vers la température de l'environnement. Généralement, on définit τ est égal à mc sur hs, étant un temps caractéristique de la décroissance. Le fait que la décroissance soit exponentielle explique pourquoi dans notre habitude du monde les changements de température sont rapides. Mais ceci n'est vrai que dans la conduction ou la convection. Je ferai les applications numériques après avoir traité le cas du vide où il n'y a que le rayonnement faisant perdre de la température. Maintenant que ce premier cas a été étudié, regardons le cas où la seule source de refroidissement se fait par rayonnement, ce qui est le cas dans le vide. Dans ce cas, la loi de Stefan nous dit que le flux thermique émis par un corps de température T et de surface S, noté phi, est égal à moins sigma S fois T à la puissance 4, avec le moins étant là pour témoigner que c'est le flux perdu par le corps, sigma étant une constante fondamentale de la physique, S est la surface du corps et T sa température. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le flux thermique et phi est égal à mc fois la dérivée temporelle de la température. Si on met en relation ces deux formules du flux, on obtient que mc dt sur dt est égal à moins sigma de st à la puissance 4, que l'on peut transformer en l'intégrale entre t0 et t de tf de dt sur t à la puissance 4, est égal à l'intégrale entre 0 et tf de moins sigma s dt sur mc. En intégrant à droite, on obtient moins sigma s sur mc fois tf, et à gauche, moins 1 divisé par 3t à la puissance 3 entre t de 0 et t de tf, ce qui est égal à 1 divisé par 3 fois t de 0 à la puissance 3, moins 1 divisé par 3 fois tf à la puissance 3. En isolant t de tf, on obtient 1 sur racine troisième de 1 sur t de 0 à la puissance 3, plus 3 sigma s fois tf divisé par mc. Cette formule de la décroissance de la température n'est plus une décroissance exponentielle, mais pour un grand temps, c'est une loi de puissance moins un tiers, ce qui est une décroissance beaucoup plus lente qu'une décroissance exponentielle. Maintenant que nous avons les deux formules générales, faisons les applications numériques dans le cas de notre problème. La température initiale est T de 0 est égale à 37 degrés Celsius, ce qui est égal à 310,16 Kelvin.
J'écris en Kelvin car les formules nécessitent cette unité, car c'est l'unité du système international. La masse a été prise à m est égal à 70 kg et une taille de 1,80 m, ce qui donne une surface de l'ordre de 1,8 m². La capacité calorifique massique d'un corps humain est de l'ordre de 3,5 joules par Kelvin par gramme. La température de l'environnement est T-env est égale à 3 Kelvin. Et le coefficient d'échange convectif de l'air pour des vitesses classiques est de l'ordre de 30 watts par mètre carré par Kelvin. Avec ces valeurs numériques, on peut tracer la variation de la température en fonction du temps, selon la manière de perdre de l'énergie. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide dans le cas convectif. Je vous affiche également un tableau avec les temps pour atteindre une température. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'analyse de ces nombres, d'une part parce que ces détails ne me semblent pas plus pertinents que cela, mais aussi car les valeurs précises dépendent des valeurs numériques que j'ai choisies pour modéliser ce système. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause pour regarder à quel point il y a une grosse différence selon la convection ou le rayonnement. Ayant maintenant dit tout ce que j'avais à dire sur le refroidissement d'un corps humain dans le vide intersidéral, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!